Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov, Eliana. Boker Tov, Olivier. Très bien. Je suis émue de bientôt vous raconter l'histoire que je vais vous raconter. Allons-y. J'aimerais vous parler ce matin. Partagez votre émotion. Voilà. J'aimerais vous parler ce matin d'un Rav qui s'appelle le Rav Israël Zev Gustman. Là, ça vous dit rien, mais quand je vais vous raconter son histoire, peut-être que ça vous en dira plus. Qui est décédé donc à la date d'aujourd'hui, la date hébraïque, Koach Besivan, donc le Kafret, le 28 Sivan. Il est décédé en 91. Il était connu pour être l'un des derniers dayanim, donc juge rabbinique de Vilna, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et puis il a émigré après la guerre aux États-Unis et surtout en 71 il a fait son alia et il a créé une yeshiva qui s'appelle la yeshiva Netzach Israël qui est à Rechavia. Alors si ça ne vous dit rien comme ça, je vais vous dire quand vous êtes allons-y, on va se promener dans les rues de Rechavia. Je savais que j'habitais à Rechavia voilà, quand j'étais jeune. Donc quand vous étiez jeune, exactement. Alors si vous êtes à Rechavia, il y a une maison qui s'appelle Beit Ravatzelet. C'est un bâtiment, c'est au niveau, à l'angle entre la Rechav Ramban et la rue Ibn Ezra. C'est un bâtiment qui est un peu spécial. On dirait, il a des formes un petit peu comme un château, avec des créneaux comme ça. C'est assez intéressant. Cette maison qui était à l'époque, qui a été une maison qui a été construite pour le juge Gad Frumkin et qui ensuite a été vendue et qui a été transformée en yeshiva. Donc elle a été construite dans les années 20-30 pour ce juge et ensuite, dans les années 70, c'est le Rav Gustman qui va la racheter et qui va en transformer la yeshiva de Netzach Israël. D'accord. Alors la particularité de cette yeshiva, c'est qu'elle se trouvait au centre de Rechavia, c'est-à-dire que Rechavia c'est pas particulièrement c'est plutôt même laïque comme c'est quartier. plutôt laïque, c'est plutôt l'intelligentsia comme on dit. Voilà. L'élite intellectuelle il avait donc décidé je vais expliquer ça dans un instant, je vais d'abord retourner avec lui en Pologne. Donc il naît à Lita, donc qui à l'époque fait partie de l'Empire russe en 1906 et il est connu très tôt pour être un Iloui, c'est-à-dire un espèce de génie en Torah. Si ça vous dit quelque chose, sa Chavruta c'était le Rav Chaim Shmulevitch de Grodno, ce qui était pas rien et à l'âge de 21 ans, il va se marier avec la fille du Rav Meir Bassen, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva, d'une célèbre Yeshiva, la Yeshiva de Remiles, qui est aussi une Yeshiva très connue à Vilna. Il est devenu rapidement membre du Bet Din du Rav Chaim Ozer Grotowski. Je ne sais pas si vous dit quelque chose, mais c'est des grands noms du judaïsme d'avant-guerre en Pologne. Et puis, c'est ainsi qu'il va devenir non seulement un rabbin dans la yeshiva, mais aussi un dayan. Et c'est à ce moment-là que la Seconde Guerre mondiale va commencer. Alors pendant la Seconde Guerre mondiale, un peu plus tard, il a déjà 34 ans au moment du début de la Seconde Guerre mondiale. Alors il faut dire que à cette époque, les rabbins et les chefs de la communauté étaient particulièrement pointés du doigt par les nazis. Et donc lui, très tôt, il va être tabassé tout simplement par les nazis. Il va perdre tellement de sang qu'il va s'évanouir. Il va prendre la décision. Il va donc s'évanouir. Quand il va s'évanouir, on va le mettre dans une fosse avec d'autres morts et il va être persuadé qu'il est mort. Voilà, il est persuadé qu'il est mort jusqu'à ce qu'il se rende compte en fait qu'il continue à bouger. À ce moment-là, il va se relever de cette fosse, il va se raser la barbe, il va garder la barbe, tant qu'il pourra, pendant toute la guerre rasée, afin de ne pas se faire reconnaître comme un rabbin. Et c'est ainsi qu'il va retourner au ghetto. Alors pendant quand il sera au ghetto, il va avoir beaucoup de courage. Entre autres, il va aller trouver le chef du Judenreich de l'époque. Il va le voir, c'est Yaakov Gantz. Il va lui dire, il le prévient que d'après la halakha, c'est complètement interdit ce qu'il fait. Il n'a pas le droit puisque les gens de la Judenreich donnaient ou choisissaient quelles étaient les personnes qui partiraient dans les rafles. Il vient le prévenir, donc il se met en danger pour faire une chose pareille. Et puis à un moment, il
va tout simplement dire à toute personne qui vient lui demander conseil, il faut s'enfuir du ghetto, et c'est ainsi qu'il va le faire. Et alors qu'il est en route, entre guillemets, pour s'enfuir, il y a une rafle terrible contre les enfants. Ce sont les enfants qui sont raflés, et son fils Meir va être raflé de ses propres mains, et c'est un moment qu'il n'oubliera jamais. Il va réussir à s'enfuir avec sa femme et sa fille, et il raconte qu'il aura raconté toute sa vie que le moment où il a eu le plus honte, qui a été le plus difficile de toute sa vie, c'est le jour on lui a retiré son fils des mains, et qu'on l'a emmené donc dans cette rafle. Après la guerre, il va être très très inquiet entre guillemets pour tous ces juifs qui ont survécu à la Shoah, qui vivent des moments difficiles, et il va tout faire pour essayer d'aider ces gens-là. Il va aider dans la problématique des agunotes, de toutes ces femmes qui ont perdu leur mari, on ne sait pas où sont passés leurs maris. Et après, 1 an après la guerre, on vient le trouver. C'est un commissaire soviétique puisqu'il habite dans la partie russe. Il se retrouve dans toute la région, toute la Pologne, etc. est tombée sous les mains des soviétiques. Donc ce commissaire soviétique, qui est en même temps juif, vient le trouver et lui dit, écoutez, on va vous envoyer... Ils sont en train de tout faire pour vous envoyer en Sibérie, et c'est comme ça qu'il va s'enfuir d'abord vers la France, et arrivant en France, afin d'arriver en Eretz Israël. Mais à cette époque, en Eretz Israël, il faut avoir ce qu'on appelle un certificat. C'est l'équivalent d'un visa pour faire son alia. Et c'est donc le Rav Eliezer Silber, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça a été un Rav américain qui a aidé énormément les Juifs après la guerre. Il va partir aux États-Unis. Il va se retrouver donc sur un bateau de la marine américaine, et c'est comme ça qu'il va arriver aux États-Unis. Et le Rav Moshe Feinstein, va le nommer comme le rabbin de la yeshiva des Tochmet Mimim à New York, une grande yeshiva. Et c'est là-bas, qu'il va recréer tout d'abord la yeshiva de Netzach Israël de Vilna Ramles. Donc, comme je vous ai dit, cette yeshiva dans laquelle il était. Donc, à sa mémoire, il va reconstruire une yeshiva qui s'appelle Netzach Israël. Le nom veut tout dire, l'éternité d'Israël. Donc, bien qu'on ait voulu nous détruire, l'éternité d'Israël marche toujours. Et en 71, donc des années après, je vous rappelle qu'en 49, il voulait déjà faire son aliyah, il n'a pas pu. Donc en 71, finalement, il réalise son rêve, il vient s'installer en Israël, et donc il va, comme je vous l'ai dit, construire, il va s'installer à Rechavia pour créer sa yeshiva. Et là-bas, à Rechavia, une des choses particulières qu'il va faire, il va faire des shiurim pour les Baal et Batim. Les Baal et Batim, ce sont des gens qui travaillent, qui ont envie d'étudier, qui n'ont pas beaucoup de temps. Et donc, par exemple, une des choses qu'il faisait, il donnait un shiur, c'était très connu, les jeudis. Et ces shiurim des jeudis, c'était un shiur de 2 heures qui ne durait pas 1 minute de plus, parce qu'il disait, ces hommes doivent aller travailler, je ne vais pas leur prendre 1 minute de plus. Et c'était sur quel sujet, vous savez ? Sur plein de sujets. Et si vous êtes intéressé, il y a une petite reverette, un petit livre qui est sorti qui s'appelle Kuntra Shiurim. Vous pouvez retrouver ces Shiurim. En général, c'était du Pilpoul, d'Agmara, etc. Et il y avait, entre autres, des personnes qui venaient à ces Shiurim. Il y avait le professeur Menachem Elon, donc le professeur et le juge de la Cour suprême. Et il y avait le professeur Israël Oman. Et le professeur Israël Oman, le prix Nobel d'économie, il est connu pour avoir une grande barbe. Et sa grande barbe vient du fait qu'il a perdu en 81 son fils Shlomo, son fils aîné qui était tankiste et qui a été tué pendant la première guerre du Liban. Et on raconte, l'histoire raconte que quand donc le professeur Oman et son fils et Shlomo venaient tous les deux au shiurim du Rav Israël Zev Gostman, et donc le Rav Israël Zev Gostman les connaissait bien. Et quand l'annonce est tombée que Shlomo Oman avait été tué, le Rav Israël Zev Gostman a pris tous ses élèves de la yeshiva, tous, et il les a fait monter avec lui à l'enterrement donc à Herzl de Shlomo Oman. Donc c'était assez impressionnant parce que c'était, imaginez-vous, dans un cimetière militaire voir autant de Haredim venir assister à cet enterrement. Et il a dit à tout le monde, venez voir un Gibor Israël, très belle histoire. Attendez, c'est pas fini. Et donc non seulement il a fait venir tous en disant à tout le monde, regardez cet homme qui est mort par Kiddush Hashem, et à la fin de l'enterrement, il s'est rendu à la Shiva. Et quand il s'est rendu, ou bien à la fin de l'enterrement, ou un autre jour, il s'est rendu à la Shiva. Et quand il s'est rendu à la Shiva, il a demandé quelque chose d'assez bizarre au professeur Oman. Il lui a dit, est-ce que je peux m'asseoir moi aussi ? Est-ce que je peux m'asseoir par terre ? Alors le professeur Oman l'a regardé, il lui a dit, regardez, vous au moins, vous avez le srout
de vous asseoir et de faire une shiva pour votre fils. Moi, mon fils Meir, qui m'a été retiré de mes mains, j'ai jamais pu m'asseoir et faire la shiva. Est-ce que vous me permettez de m'asseoir avec vous? Alors, le professeur Roman lui a dit, bien entendu. Et à la fin, donc ils sont restés, je sais pas, un bout de temps. Et puis quand le Rav s'est levé, il lui a dit, je vous remercie, vous m'avez donné une nechama que je n'ai jamais eue dans toutes ces années. Et c'est le professeur Roman qui lui a dit, mais vous m'avez donné une nechama. Parce que, bien entendu, ça met tout en perspective. Et la dernière histoire que je voulais vous raconter, la dernière anecdote sur le Rav Israël Zev Gostman, il avait l'habitude au moment du Yom Yerushalayim, donc Yom Yerushalayim en Israël, on a l'habitude dans les rues, on a des jeunes, enfin surtout des danses avec des drapeaux, les filles d'un garçon, les hommes de l'autre. Et puis... il faut dire que pour beaucoup de Haredim, c'est pas tout à fait ce qui serait censé être fait. Mais le Rav Israël Zev Gostman, avec sa femme, ils avaient l'habitude toujours de sortir dans les rues et de regarder. Et ils pleuraient en voyant ces gens danser. Et quand on lui demandait, mais Rav Gostman, comment vous pouvez, c'est comme si vous acceptiez qu'une chose pareille se déroule. Et il disait, vous savez, j'ai vu tellement d'enfants être emportés dans les rafles pendant la Shoah, être tués sous mes yeux, que de là à voir des enfants juifs danser dans les rues de Jérusalem et de voir la prophétie de Zecharia se réaliser, il n'y a pas de plus grande nechama que celle-là. Voilà. Dis donc, vous nous avez fait presque pleurer ce matin. Moi, j'étais très émue, je vous avais dit. C'est très émouvant. C'est une très belle vie, en tout cas. Une vie très chargée, très belle vie. Voilà. Et donc, il faut dire aussi déjà que donc, sa fille unique, elle s'était mariée avec un Rav qui va devenir le Rosh Yeshiva à son décès de la Rav. Donc, sa fille, elle va se marier avec Michael Brinker, qui était le Rav de Netzach Israël après le décès, et ce Rav est décédé il y a 2-3 semaines. Voilà. Donc si vous passez devant cette yeshiva... On connaîtra l'histoire maintenant. Voilà, Olivier. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne journée, à tout à l'heure. 8h et presque 40 minutes, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.